Ok. Tu as, tu as raison. On va poursuivre la discussion après. Je fais dans le direct, mais on va revenir sur ça parce qu'effectivement, c'est un sujet très important. C'est un sujet très important et nous devons pouvoir supporter tous nos dirigeants qui ont le courage de dire aux Occidentaux face to face que ce que vous faites là n'est pas bon. Vous nous trompez et nous ne voulons plus être trompés. Nous voulons une rupture. Ça, c'est ce que Thomas Sankara a fait justement lorsqu'il recevait François Mitterrand. Et on a vu toute la scène et la scène là, elle est mythique où tu as Mitterrand qui écoute religieusement Sankara pour après lui dire, bon, le petit là, il va aller vite, il va vite. Et on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans la tête de Mitterrand, c'était déjà, toi, il faut que je te zigouille. Les temps ont changé. Ben, ils l'ont zigouillé. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, les Occidentaux ne peuvent plus se permettre ce qu'ils ont fait à l'époque où la jeunesse était inculte, n'était pas éveillée, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas cette force-là. Aujourd'hui, ça a changé. Et William Ruto, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, pour l'instant, nous les Africains, nous devons le supporter, nous devons être derrière lui pour qu'il avance dans son combat, dans cette rupture d'une gouvernance dans laquelle tous les chefs d'État africains se sont contentés jusque-là. Parce que tu as quand même des chefs d'État qui sont là depuis 40 ans, mais qui, voilà, bon, j'en parlerai tout à l'heure dans mon direct. C'était pour te dire que, bon, écoutez, l'information, elle est bonne. Ça va me permettre, effectivement, de consolider ma position. Et puis, on en reparle après. OK? Voilà, ça marche. Allez, salut les Kenyans là-bas. Bye bye. Alors, chers amis, là, j'essaie un peu de me ressourcer sur ce que les Kenyans parlent de leur président William Ruto, puisque c'est un peu le sujet aujourd'hui, et ayant quelques contacts au Kenya, dont je me suis renseigné pour savoir en fait ce qu'il en est. Bon, alors tout d'abord, je souhaite la fête de la Tabaski, Aït Moubarak, je pense que c'est ça, à tous les musulmans du monde. Que cette fête soit belle et j'espère que vous avez passé une belle journée, à bien manger et surtout à se ressourcer pour une semaine qui s'annonce pas facile. Ok, donc ça c'était la première chose. Alors, deuxièmement, je suis rentré donc de mon petit périple ouest-africain qui m'a mené au Togo, au Bénin et au Ghana, où j'ai rencontré du beau monde. J'ai vu des infrastructures qui sont là-bas, j'ai vu un certain dynamisme dans certains secteurs, dans chaque pays. C'est dire si l'Afrique bouge quand même et essaye d'évoluer. J'ai aussi eu le plaisir de voir des étudiants, mes étudiants, des étudiants africains, des étudiants camerounais et des étudiants de ma faculté qui font aujourd'hui des études de spécialisation dans ces pays-là, notamment au Togo à Lomé et puis à Cotonou au Bénin. J'ai été particulièrement bien accueilli au Bénin, à Cotonou, au centre hospitalier de Cotonou, bien accueilli par les professeurs Sonou et puis le chef de service de cardiologie. Voilà, qui m'ont très bien accueilli. Et je les remercie pour ça. Je les remercie infiniment. Et j'ai aussi eu la surprise de voir les étudiants de cardiologie, enfin les médecins déjà, mais qui font leur spécialisation en cardiologie, et qui m'ont surpris par leur accueil et par le fait que quand on leur a demandé de se présenter, et chacun d'eux disait à peu près comment il me
comment est-ce qu'il me suit. Ça peut être par des publications scientifiques, mais ça peut aussi être peut-être par les réseaux sociaux. Et tous parlaient du réseau social. C'est dire si aujourd'hui le réseau social est aussi un outil de communication pour les enseignants, pour les médecins. Voilà. Et donc, je les salue pour cela. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la fameuse conférence internationale pour la redéfinition des termes d'échange de la finance mondiale, des rapports économiques et financiers qui doivent régir le monde. Donc, forum qui s'est tenu à Paris, sous l'égide de la France et d'Emmanuel Macron, avec beaucoup de pays représentés, notamment des pays africains. Et on a aussi vu Lula du Brésil, par exemple, et d'autres nations, parmi lesquelles les nations du BRICS. Voilà. Donc c'était une rencontre de premier plan au sommet pour discuter du nouveau marché économique mondial, des rapports entre le Nord et le Sud, et qu'est-ce qui doit être pris en compte, comment renouveler les termes d'échange. Et moi, je veux m'appesantir sur ce qu'a dit le président du Kenya, M. William Ruto, président qui a été élu en septembre de l'année dernière, succédant donc à Uhuru Kenyatta, le fils de Jomo Kenyatta, qui était le premier président après les indépendances du Kenya. Monsieur William Ruto, qui lui-même a été vice-président colistier de Raila Odinga, qui est donc le président qui a été président et après remplacé par Uhuru Kenyatta. Voilà. Et en sachant que William Ruto, colistier donc de Raila Odinga, a été au cœur du conflit post-électoral qui s'est tenu à l'époque dans les années 2007 à 2013, je pense. Voilà, avec de la violence, des exactions et beaucoup de choses qui ont été reprochées aux uns aux autres, et notamment à lui, avec un procès qui lui a été collé, mais où il a été finalement disculpé parce qu'en fait, l'affaire a été classée sans suite, je pense. Mais il faut dire que beaucoup de gens pensent que c'était un procès à charge parce que son patron, qui était Raila Odinga, n'était pas poursuivi par la Cour pénale internationale. Mais lui, l'exécutant, c'est quand même un peu curieux. Voilà. Mais mon propos n'est pas celui-là. Ce n'est pas de ça qu'il faut qu'on parle aujourd'hui. On aura le temps peut-être de revenir sur la personne, sur ses actions, sur ce qu'il est, ce qu'il représente pour le Kenya. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'il fait en tant que président, ce qu'il fait pour l'Afrique. Quel est son combat pour une Afrique conquérante, pour une Afrique indépendante, pour une Afrique qui est considérée comme une entité forte de ce monde, pour une Afrique qui défend les intérêts de ses peuples. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Et à la limite, c'est ce qui est quand même le plus important pour nous, les Africains. Et donc, c'est ça que je veux qu'on parle. Et pour parler de ça, je pense que beaucoup de vous ont dû quand même écouter ces interventions à Paris. Mais pour vous remémorer, je vais vous passer un peu quelques passages. Bon, c'est vrai que c'est en anglais. Je vais essayer de faire un peu de traduction là où c'est important. Et puis, on va avancer là-dessus. Déjà, il est avec Mo Ibrahim. Mo Ibrahim, la fondation Mo Ibrahim. Mo Ibrahim, c'est ce panafricaniste d'origine soudanaise qui a une fondation, un ex-patron de Microsoft, je crois bien, et qui a une fondation qui lutte pour l'émergence de l'Afrique, qui lutte pour que l'Afrique se déleste de ces chaînes de coloniser.
Et donc, dans cette rencontre avec Mo Ibrahim, il dit certaines choses. We have also decided that it will not going to be business as usual. We have these meetings, Africa, US meeting. We have also decided that it will not going to be business as usual. We have these meetings, Africa, US meeting, Africa, Europe, Africa, Turkey, Africa, India. Now we are waiting for, there is another one, Africa, Russia. And Africa, Japan. And Africa, Japan. We have made the decision that it is not intelligent for 54 of us to go and sit before one gentleman from another place. And sometimes we are mistreated. Yeah. You know, we are loaded into buses like school cheats. You know, and it's not right. Well, you are summoned. You know, it's not right. Alors, là, il dit que nous sommes fatigués de ces sommets. Sommet France, USA, France, Russie, France, Turquie, autant pour moi. Afrique, Russie, Afrique, États-Unis, Afrique, Turquie, Afrique, Inde, Afrique, France ou France-Afrique. Ces sommets-là, on en a marre. Parce que c'est des sommets où, voilà, on est 54 pays africains. On va là-bas, on va chez eux, on est maltraité, il le dit. We are mistreated. Nous sommes maltraités. Ben, parfois, sometimes, ils nous parlent que dans des bus, comme des écoliers. Moi, je ne sais pas. Quand vous entendez ça, je ne sais pas si ça sonne dans votre logiciel cognitif comme un crime contre l'humanité. Des chefs d'État africains qui sont supposés avoir la même importance, le même rang que leurs convives, leurs hôtes, autant pour moi, que leurs hôtes. Et quand ils vont là-bas, leurs hôtes les considèrent comme des gamins, comme des enfants, comme des écoliers. On les parque dans des bus, scolaires même peut-être, pour les traîner ci et là pour des conférences, ou quand ils sont dans ces conférences-là, ils sont tous assis là en face du maître. Ça peut être Bush, ça peut être Biden, ça peut être Macron, ça peut être Erdogan. Voilà comment les chefs d'État africains sont traités par les Occidentaux. Quand on vous dit souvent que le fait de vivre en Europe, de voir le rapport que l'Européen, l'Occidental a à l'Africain, ça nous amène à détester les Africains, pas à détester les Européens. Moi, j'ai toujours dit que le problème de l'Afrique, ce n'est pas l'Occident. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas l'Occident. Ce n'est pas l'Occidental qui demande à l'Africain de se considérer comme un être inférieur. Parce qu'un chef d'État occidental ne peut pas venir en Afrique. Les chefs d'État occidentaux ne peuvent pas venir, par exemple, au Kenya, au Cameroun, au Bénin, être reçus par le président de ce pays-là et être parqués comme des étudiants dans des bus. Vous imaginez? Vous imaginez à l'époque Angela Merkel avec, je ne sais pas trop quel chef d'État, Sarkozy, plus Trump, plus le japonais et tout ça, arriver à Yaoundé et être mis dans les bus, fut-il très beau, être mis dans les bus comme un troupeau, à être traîné peut-être par les congrès ou parce que le président Biya va donc arriver, va les recevoir, eux ils sont assis en face, tous les trois, et Biya de l'autre côté, en train de discuter, bon c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez, ben, c'est quoi votre problème, bon écoutez, on va vous donner.
Imaginez un peu ça. Dans quel monde, quand ça peut se passer comme ça? Mais, après plus de 60 ans d'indépendance, voilà comment les chefs d'État africains sont toujours traités. Et un président, témoin de l'histoire, mais un témoin récent, enfin oui, non, parce que quand même, il a été vice-président pendant, je pense, 9 ans. Voilà, donc vice-président de Raila Odinga. Et avant ça, il était ministre, donc il est quand même dans la gouvernance depuis des années, M. William Ruto. Mais il n'était pas président de la République. Donc il voyait, il observait, il constatait, il n'aimait pas, il n'appréciait pas. Et aujourd'hui, il a la possibilité de changer la donne. De dire que, monsieur, nous n'acceptons plus ça. Nous ne pouvons plus accepter ça. Voilà ce qu'il dit là maintenant. Et donc, il prend les devants. Il explique. Il voit le président rwandais Kagame. Il lui dit, écoute, grand frère, c'est quand même compliqué, on ne peut pas continuer comme ça. Kagame dit que oui, vraiment, c'est pas bon. Il faut qu'on change la donne. Il voit le président égyptien, il dit que non, vraiment, il faut qu'on change. Voilà. Donc il est dans un lobbying pour que les chefs d'État africains soient des gens fiers, des gens qui aiment leur pays, des gens qui se font respecter, pour aller d'égal à égal avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle, dans sa causerie avec Emmanuel Macron, il a dit à Emmanuel Macron, ben non, au nom de quoi vous dites que vous allez cotiser pour nous, vous allez subventionner, nous devons être dans un panier commun. Vous mettez de l'argent, on met de l'argent. Et chacun met un peu proportionnellement justement à sa richesse, à son pouvoir économique. Mais chacun met de l'argent. Au point où un pays, une voix. Voici ce qu'il dit à Emmanuel Macron. What we are saying is different. It's not what you're saying. You're saying is good, but it's not what you're saying. We are not saying that we continue to have what the taxes France is paying, the taxes Kenya is paying in the current setup. Those are national issues. We need a financial transaction tax at a global level where even countries like Kenya pay. We do not want anything for free. You will pay. Nous ne voulons pas les choses gratuitement. We will pay commensurate to our economy. And we want those resources controlled not by IMF and World Bank. Because IMF and On ne veut pas que nos ressources soient contrôlées par le FMI et la Banque mondiale. We want another organization of equals where you have as much say because you pay as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking for. And that is why we are saying we need a new financial architecture where governance, where power is not on the hands of a few people. We can agree on the governance of the institution. We can agree on the sharing of power so that all of us have access to resources that go to making sure, number one, renewable energy. We invest in decarbonization. Number two, adaptation, mitigation, smart agriculture. Number three, restoring our planet, restoring our biodiversity, and making sure our carbon sinks work. This is what we are saying, and we would appreciate a little understanding. We want to be, we are talking the normal. If we continue talking the normal, Emmanuel, we will never solve this problem. Things are not going forward, they are going backwards. Tokenism. Il dit à M. Emmanuel Macron que nous ne voulons plus cet ordre mondial qui nous ramène en arrière. Parce que l'ordre mondial
l'ordre économique mondial aujourd'hui ne peut que ramener l'Afrique, et donc par conséquent même le monde, en arrière. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons parler d'égal à égal. Nous ne voulons plus cette sorte d'aumône. Vous dites que vous nous donnez de l'argent. Nous ne voulons pas que vous nous donniez de l'argent. Nous avons notre argent. Nous mettons notre argent dans le pot commun. Nous décidons ensemble. Le FMI, la Banque mondiale, c'est terminé. Il faut repenser un nouvel ordre mondial et une nouvelle organisation qui va gérer les intérêts communs. Ça, c'est ce que nous voulons. Combien de chefs d'État africains peuvent le dire? Combien? On les voit souvent, parfois même dans une proximité qui n'est pas normale. On a vu la scène où l'épouse du président français tient très affectueusement le président du Congo, tient très affectueusement la main du président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas des rapports protocolaires. Et en plus, ils ne sont pas dans une scène privée. Ils sont en public. Où nous savons que les relations internationales, ce n'est pas une histoire de cœur. C'est une histoire d'intérêt d'un pays avec un autre. Comment vous voulez me dire que le président du Congo, Sassou Nguesso, peut valablement défendre les intérêts de son pays, de son peuple? Si jamais la France a envie un peu de faire la maligne, et c'est normal dans les relations internationales, c'est normal. Si Emmanuel Macron veut un peu tromper les Congolais avec des contrats pas très honnêtes, ben, il suffit qu'il demande à son épouse, ben, écoute, caresse-lui encore un peu le bras gauche là, hein, remonte même un peu jusqu'à l'épaule. Bon. Ben, Denis Sassou Nguesso, c'est un être humain. Hein? C'est un être humain. Ben, je ne connais pas ses penchants, ses faiblesses et tout, mais c'est un être humain. Et quand on va le prendre comme ça par des sentiments, et pas n'importe quel sentiment, des sentiments tactiles, ben, il peut se dire, bon, les Congolais là, ben, je vous aime bien, mais de toute façon, vous allez toujours me voter. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà comment nous sommes gouvernés aujourd'hui par des mécanismes qui ne sont pas des mécanismes vraiment républicains, solides. Et ça, c'est ce que William Ruto veut absolument changer. C'est pour ça qu'il regarde Emmanuel Macron, il lui dit, « Monsieur Emmanuel, ce n'est pas bon. Changeons de cap. On ne peut pas continuer comme ça. Et en plus, vous ne nous respectez pas. Quand on vient chez vous là, vous nous traitez comme des écoliers. » Et donc, ils ont décidé, enfin, entre eux là-bas, ils se disent que bon, il va falloir dans ces sommets-là, finalement, que l'Afrique parle d'une seule voix, soit représentée par quelques personnes qu'on va désigner, qui vont parler d'une seule voix. Ça ne sert à rien que les chefs d'État se baladent là-bas pour finalement passer plus du beau temps que de parler vraiment à faire. Donc, l'Afrique a besoin de ça. L'Afrique a eu des chefs d'État charismatiques qui ont voulu sincèrement défendre les intérêts de l'Afrique. Mais malheureusement, c'était peut-être une époque assez difficile. Une époque où les colons ne passaient pas par quatre chemins pour remplacer par des coups d'État, parfois des coups d'État sanglants, ou parfois vous prenez l'avion, vous êtes à l'étranger, on vous dit bon restez là-bas, ne revenez plus parce qu'ils ont déjà adoubé des caporaux, des soldats, des sergents qui prenaient le pouvoir et tout. Bon, aujourd'hui, les mécanismes sont différents de remplacement des hommes têtus.
des hommes nationalistes qui veulent vraiment l'intérêt des pays africains. Mais c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Et nous devons profiter justement de cette époque-ci pour soutenir tous les chefs d'État africains qui sont sincèrement patriotes, nationalistes, qui aiment l'Afrique et qui veulent défendre les intérêts de l'Afrique. Nous devons les supporter au-delà de nos nationalités différentes, mais nous sommes africains. Et en tant qu'Africains, nous avons le devoir de faire de William Ruto notre nouveau Thomas Sankara. Nous avons le devoir de faire de William Ruto notre nouveau Thomas Sankara. We have the right to support William Ruto. We are obliged to support William Ruto, the president of Kenya, as our leader against the recolonization that Western countries are now started to implement in Africa. It's our duty. We're obliged to do that. Because what William Ruto said in Paris is just the normal way if Africa wants to be developed. The current world organization, economic world organization, is just not facilitate Africa to solve their problem. So we are favoring the new deal that William Ruto, Paul Kagame, and other honest leaders, African leaders, are claiming. Nous devons supporter William Ruto, comme nous l'avons fait à une autre époque, mais pas suffisamment, Thomas Sankara, Nelson Mandela et d'autres leaders. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de changer la donne. Et nous devons le faire. Nous devons le faire. Mais peuple africain, ce que je veux déjà vous dire, c'est que le simple fait d'entendre de la voix d'un chef d'État africain qui nous dit que les Européens ne les respectent pas, eux les chefs d'État africains, leurs collègues européens occidentaux ne les respectent pas. Ça dit tout sur l'exigence que nous devons avoir envers nos chefs d'État, ceux que nous allons élire, ou ceux qui sont au pouvoir et qui se maintiennent au pouvoir par tous les moyens, et ceux-là qui aspirent à venir au pouvoir, parfois en remplaçant leur père. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir toujours des valets, des gens qui ont une proximité émotionnelle avec nos bourreaux, que sont les Occidentaux. Nous ne pouvons pas. Ils ne vont pas défendre nos intérêts. Ça va continuer comme ça, comme depuis les années 1960, où il est évident que l'Afrique n'est pas respectée, parce qu'elle ne se donne pas les moyens d'être respectée. Nous devons cesser d'être dans des accords internationaux avec l'Occident, alors qu'il n'y a même pas des accords douaniers efficients en Afrique, entre nous. Moi, je sors de l'Afrique de l'Ouest. Mais j'ai été, l'une de mes déceptions, c'est de me rendre compte que la CEDEAO, cette organisation sous-régionale qui met ensemble tous les pays de la sous-région, avec facilitation des transactions, du passage transfrontalier, passage humain et douanier, enfin des marchandises et autres. Je me suis rendu compte que c'est un leurre. C'est un leurre. L'Afrique a trop de problèmes. Oh, je parle de l'Afrique de l'Ouest, qui semble être plus dynamique que l'Afrique centrale. Je vous dis déjà qu'en Afrique de l'Ouest, j'ai fait, partant de Accra pour Lomé, revenant donc d'Accra pour Lomé,
en voiture. Nous sommes arrivés à la frontière Ghana-Togo. Juste ce passage-là, en ayant les visas. Mais juste ce passage, la paperasserie, les complications, les tentatives de monnayage et tout ça, nous avons passé 2 heures de temps à la frontière. 2 heures de temps pour traverser une frontière simple. D'un côté, vous avez le Ghana, de l'autre, vous avez le Togo. 2 heures de temps pour traverser. 2 heures de temps, vous imaginez ce que c'est pour un opérateur économique, perdre 2 heures de temps à la frontière. Et s'il doit faire des allers-retours, parfois même en une journée faire deux tours, ou alors en une semaine faire plusieurs tours, vous imaginez le manque à gagner. Maintenant, si vous dites que bon, c'est compliqué avec la voiture et tout ça, je vais prendre l'avion. Je suis allé me renseigner. Étant arrivé en Afrique de l'Ouest par le Togo en avion, et je me disais que bon, là c'est des pays, on vous dit que bon, en voiture c'est facile et tout ça là. Donc, je me dis bon, peut-être que je vais aller en avion. Je vais à l'agence Askai, qui est la compagnie aérienne togolaise, qui fait donc cette zone-là. La dame me dit, pour partir de Lomé à Accra, c'est peut-être 30 minutes de vol. 300, peut-être 50 000 francs CFA. 350 000 francs CFA. 350 000 francs CFA, on est à peu près dans les 500 euros. Je vous fais une comparaison. Si vous voulez partir de Paris pour Bruxelles, vous pouvez avoir des vols selon la période et tout. Vous pouvez avoir des vols peut-être à 100 euros. 150, 200 euros, c'est que vous avez beaucoup dépensé. Alors 300 euros, c'est que vous n'avez pas de bol. Nous sommes en Europe. Nous sommes dans un pays où le coût de la vie est plus élevé, où les revenus sont plus élevés, où le SMIC est plus élevé qu'en Afrique. C'est-à-dire que le travailleur européen est plus riche que son pendant africain. Il gagne au minimum 5 fois plus. Au minimum 5 fois plus. Voire 10 fois plus. Mais son billet pour partir de Paris à Bruxelles va lui coûter au minimum 2 fois, voire 3 fois moins. Essayez donc de voir la différence. Essayez de voir donc le retard qu'un opérateur économique africain de l'Afrique de l'Ouest a sur son collègue européen pour faire des affaires, chacun dans sa sous-région. C'est ça l'Afrique. Et c'est l'Afrique que les chefs d'État africains en place veulent pour l'Afrique. Et ça arrange les Occidentaux. Puisque moins on est développé, plus on dépend des Occidentaux. Moins on est développé, plus on dépend des Occidentaux. Et nos chefs d'État se contentent de ça. Ils font des réunions interminables de la sous-région, soit la zone CEMAC, soit la CEDEAO, des réunions avec des gros discours, des gros projets, mais rien n'aboutit jamais. Rien n'aboutit jamais. Et de temps en temps, ils vont en Occident pour faire des sommets, Afrique, chaque pays occidental, pour boire du champagne et être parqués comme des étudiants, enfin, pas mes étudiants, comme des élèves du primaire dans des bus. Dixit William Ruto. Chers Africains, comment nous pouvons continuer à accepter ça? Comment nous pouvons continuer à accepter être dirigés par des Africains anti-africains, fondamentalement anti-africains, des personnes que les Blancs appellent des nègres,
Parce que c'est comme ça que les Blancs nous appellent. Ces nègres-là. Le Russe, dans son langage normal, sans vous insulter, il vous dit nègre. Mais on sait tous, dans le mindset, ce que ça veut dire. Mais il ne le dit pas parce qu'il ne sait pas comment vous appeler autrement. Et quand il est énervé, il va dire Abidjan, singe. Vous pensez donc que les Occidentaux, quand ils parquent nos chefs d'État dans des bus, dixit William Ruto, président du Kenya, quand il les parque dans des bus, il les appelle comment? Il les appelle singes. Quelle fierté nous pouvons avoir. Quelle fierté. Chers amis, quelle fierté l'Africain peut avoir à savoir que même son représentant le plus important, le plus élevé, est considéré comme un animal. Parce que le singe, c'est un animal. On nous appelle singe. Voilà comment les Occidentaux nous appellent. Nous sommes des Abidjans, nous sommes des singes. Et qu'est-ce que nous faisons pour changer la donne? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? On s'insulte. Oh, viens ici là. Pourquoi tu restes là-bas? Viens dire ce que tu veux ici là. Parce que quand vous venez et que vous avez un franc-parler comme Aimé Boni, ce monsieur-là qui a faim, qui n'a pas de quoi manger, qui souffre, que quand il est malade, il sait qu'il a plus de chances de mourir que de survivre. C'est lui qui vous dit, tu fais quoi là-bas? Viens ici, là, viens parler ici. La veille, il vous a demandé à manger. Il vous a dit que, ouais, vraiment, je n'ai rien, tu peux m'envoyer même un 10 € là. C'est lui qui vous dit ça. Parce qu'il sait que si vous arrivez, on va vous zigouiller. C'est-à-dire que là, on élimine un penseur. On élimine un penseur. Moins les gens pensent, mieux ils sont contrôlés. Ils sont mis dans des cages. Puisque l'occidental, les chefs d'État occidentaux mettent nos chefs d'État dans des cages, dans des bus. On les parque. Quand ils vont dans des conférences, on les met toujours ensemble. Toujours ensemble. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Sur le plan psychanalytique, ça se comprend. Parce que quand vous êtes ensemble, avec un temps de parole limité, et qu'on a déjà ciblé des gens qui sont prêts à être juste des caisses de résonance, et que c'est surtout à eux qu'on donne même la parole. Ils auront tendance à influencer les autres, puisqu'on aura tendance à avoir une parole unique. Or, la parole unique, la parole dominante, c'est celle qui rassemble le plus de personnes. Or, en Afrique, on sait que la plupart de nos chefs d'État, c'est des valets. Mais si on était dans un environnement où chacun est dans son coin, chacun réfléchit et chacun vient dire ce qu'il pense, il y aura discordance. Et à partir du moment où il y a discordance, il va falloir argumenter. Et vous savez que le diable n'aime pas la lumière. Les faibles n'aiment pas l'exposition. Car ils n'ont pas des arguments. Ils ne pourront pas justifier pourquoi ils vendent l'Afrique aux Occidentaux. Donc, on vous parque. On a parqué nos esclaves. Vous avez vu comment les esclaves partaient de l'Afrique pour l'Occident?
enchaînés, comme ça là, et réunis les uns derrière les autres. Ils avançaient comme ça là vers les portes de non-retour. Je vous ferai un live sur ça, sur la ville du Bénin, qui a vu justement les braves Africains partir de l'Afrique, enchaînés vers les plantations occidentales. Dans quelles conditions ils vivaient, entassés? Même chose à Gorée. Dans quelles conditions on les faisait voyager? Toujours ensemble, toujours entassés. Dans des cellules de quelques centimètres carrés, on mettait plein de gens. Voici ce qui continue à se passer en 2023, où les chefs d'État africains, on les entasse dans des bus pour les balader dans ces pays-là, aller dans des réunions qui ne servent à rien. L'Afrique n'a pas évolué. Et malheureusement, nous sommes loin de sortir de l'auberge parce que la jeune génération, les affamés qui sont sur les réseaux sociaux, sont les premiers à défendre l'indéfendable, à défendre les chefs d'État, leur politique qui plutôt nous enfonce. Et enfonce justement ces zombifiés. Parce que c'est ça qu'on appelle la zombification ou encore le syndrome de Stockholm. L'Afrique souffre d'un syndrome de Stockholm généralisé. Et donc, comme on dit que la nature n'abandonne pas tous ses enfants, de temps en temps, elle nous envoie un peu d'espoir. Elle nous envoie un peu d'espoir. Et là, nous avons William Ruto. Nous avons Paul Kagame et quelques autres. Nous devons nous lever comme un seul homme et dire aux autres chefs d'État africains que nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus cette gouvernance-là. Nous ne voulons plus des gens qui sont dans une proximité maléfique avec nos partenaires. Je ne vais pas dire nos ennemis. Les Occidentaux ne sont pas nos ennemis. C'est des partenaires. Mais c'est eux qui savent que dans le partenariat, c'est à la guerre comme à la guerre. C'est à la guerre comme à la guerre. Donc quand on voit un chef d'État africain qui se contente que l'épouse de son collègue l'attrape un genre un peu compliqué, c'est pas normal. C'est pas normal. On peut pas faire ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Donc il faut changer de paradigme. Nous devons être dans une rupture. Nous devons être dans une rupture radicale. Radicale. Ça passe par quoi? Ça passe par éduquer les peuples. Les partis politiques d'aujourd'hui en Afrique, si je me réfère à ce qui se passe au Cameroun, ont échoué dans leur mission. Et je vois certains partis politiques là en création, là, qui essayent de parler de ça, de parler de l'éducation des peuples, parce que nous sommes un peuple quand même globalement assez analphabète. Et l'alphabétisme, ce n'est pas simplement aller dans les écoles classiques occidentales et tout, avoir les licences, les doctorats, les PhD, tout ce que vous voulez. Parce que ce n'est pas ça, l'alphabétisme. Même dans la langue vernaculaire, on peut apprendre à une grammaire, à quelqu'un qui n'a pas été à l'école classique, à avoir un certain niveau de discernement. Cette éducation-là, elle peut se faire dans toutes les langues. Apprendre à un Africain qu'est-ce qui est bon pour lui. Qu'est-ce qu'il doit exiger de ses élus. Qu'est-ce qu'il doit exiger de sa nation, de sa patrie. Quels sont ses droits et ses devoirs. Même en langue vernaculaire, on peut l'apprendre.
Et ça, c'est le rôle aussi, entre autres, des partis politiques. Parce que ils ont intérêt à avoir un peuple éduqué. Mais les pouvoirs autocratiques en place n'ont aucun intérêt à ça. Donc, ne vont pas le faire. C'est pour ça que vous voyez qu'on essaie de rabaisser au maximum le niveau d'éducation des peuples. Ce n'est pas possible, dans un pays sérieux qui va avancer, qu'un ministre soit en poste pendant 20 ans, 30 ans. Et quel ministre? Ministre de l'enseignement supérieur, en poste pendant 20 ans. Et quand on va voir les résultats, ben je vous ai montré l'université d'Accra au Ghana. Je vous ai montré. Dites-moi quel est le pays de l'Afrique centrale qui a une telle université. Mais en termes de longévité, dans les postes ministériels, c'est chez nous qu'on bat tous les records. Donc c'est voulu, c'est fait exprès. Et donc, les partis politiques doivent jouer leur rôle dans ce sens. La société civile doit jouer un rôle, comme ce que je suis en train de faire et que beaucoup de gens font. C'est-à-dire que quand il y a des bons exemples, quand les gouvernements font des bonnes choses, quand les chefs d'État font de bonnes choses, on doit célébrer ça. Que le gouvernement camerounais ait refusé l'arrivée de ce ministre qui venait nous dire que les hommes, enfin, entre eux, peuvent aller ensemble, les femmes entre elles et tout ça là, que le gouvernement camerounais ait refusé, c'est à partir du moment où ça ne fait pas partie de notre culture, c'est une bonne chose. Et là, je dis bravo à monsieur le ministre des Affaires étrangères du Cameroun et au gouvernement camerounais d'avoir pris cette décision. Ça prouve qu'on peut aussi dire non à la tutelle. Quand un chef d'État dit qu'on nous prend pour des écoliers et que moi je ne suis pas d'accord avec ça, il faut saluer ça, il faut célébrer ça. C'est comme ça que nous allons avancer. Donc je voulais aujourd'hui vous parler de ça, vous parler de la... Excusez-moi. Vous parlez du rôle majeur qu'a joué donc le président du Kenya, le rôle majeur qu'il a joué dans cette dans ce forum organisé par les Occidentaux. Allez regarder, allez lire son discours, allez lire ses interventions, tant avec Mo Ibrahim, de la fondation Mo Ibrahim, le Soudanais, qu'avec le président Macron directement, où il nous a dit, déjà, on nous prend pour des écoliers, donc on ne nous respecte pas, nous les chefs d'État. Et si on ne respecte pas nos chefs d'État, ça veut dire qu'on ne respecte pas nos opérateurs économiques, on ne respecte pas nos enseignants, nos universitaires, nos intellectuels, on ne respecte pas nos peuples, le citoyen lambda. Et ça, on le sait. On sait combien c'est difficile de gravir les échelons en Occident. Quand vous êtes africain, vous avez des désavantages à pouvoir atteindre la hiérarchie sociale. Plus vous êtes éduqué, plus vous êtes un intellectuel, plus vous avez des difficultés. Et aussi parce qu'ils savent que vous n'avez pas le choix. Dans vos pays, on ne vous donnerait même pas la moitié de ce qu'on vous donne ici comme considération. Ça, ils le savent aussi. Et c'est une façon de dire que nous sommes les responsables, les unis responsables de nos malheurs, nous les Africains. Car nous ne sommes rien chez nous, nous sommes déconsidérés chez nous par nous-mêmes, par nos nouveaux blancs, qui eux-mêmes n'ont aucune, ne bénéficient d'aucun respect de leur maître. Et donc leurs maîtres ne vont pas nous respecter. Donc apprenons d'abord à nous respecter
apprenons à être dans une dynamique d'union africaine. Le président William Ruto, il a aussi dit que l'Union africaine a échoué. L'Union africaine, telle que c'est, l'architecture de l'Union africaine aujourd'hui est telle que le patron de l'Union africaine, le secrétaire général, celui qui est le relais et tout, n'a aucun pouvoir. Il a très peu de pouvoir. Les pouvoirs sont confisqués par les chefs d'État. Mais on ne peut pas être patron de son pays et être patron en même temps de l'Union africaine. Nous ne savons même pas copier les bons exemples. Parce que quand même, tel qu'est construit l'Union européenne, on sait que la Commission européenne consacre quand même beaucoup de pouvoir. Elle dicte un certain nombre de choses aux États, qui d'ailleurs, sans qu'elles ont perdu beaucoup de leur pouvoir. En Afrique, ce n'est pas ça. Pourquoi les Africains veulent toujours, non seulement un copier, mais mal copier? Et résultat de course, on n'avance pas. On n'avance pas. Ne vous trompez pas. De manière globale, nous n'avançons pas. De temps en temps, certains pays dans certains secteurs essayent de faire à peu près. Mais c'est une goutte d'eau dans un océan continental. On n'avance pas. Voilà. Donc, je vais essayer de voir s'il y a quelques contributions. On va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble s'il y a des contributions. Bon. Ok. Donc, je vous dis à très bientôt. Et bravo une fois de plus, Monsieur William Ruto, le président du Kenya. Et que la vraie Afrique, l'Afrique qui veut progresser, puisse émerger rapidement. Allez, à bientôt.